Chaque jour, près de 200 personnes aux États-Unis reçoivent un diagnostic de cancer qui se développe silencieusement dans leur cou et beaucoup ne le savent pas avant qu'il ne soit trop tard. Voici une vérité choquante. Une grosseur qui grossit rapidement dans votre cou n'est peut-être pas seulement une glande enflée. Il pourrait s'agir d'un cancer de la thyroïde, d'un lymphome ou même d'un sarcome mortel. Le pire dans tout ça, la plupart des gens n'y prêtent pas attention jusqu'à ce qu'ils perdent leur voix ou leur souffle. Votre cou n'est pas seulement constitué de peau et d'os, il abrite votre larynx, vos ganglions lymphatiques et votre thyroïde. Lorsqu'une tumeur se développe à cet endroit, en particulier si elle est dure, à croissance rapide ou douloureuse, elle peut exercer une pression sur des structures vitales telles que vos voies respiratoires ou vos nerfs. C'est pourquoi toute inflammation persistante du cou qui dure plus de 2 semaines ne doit jamais être ignorée. Si vous ou un de vos proches remarquez une grosseur qui grossit, change d'aspect ou rend la respiration ou la déglutition difficile, n'attendez pas, demandez une échographie, demandez une biopsie, un dépistage précoce peut sauver des vies. Ce n'est que le début de l'histoire de Walter, un parcours marqué par la peur, le silence et un retour en force que vous n'oublierez pas. Si vous vous intéressez aux histoires vraies, à la santé réelle et à l'espoir authentique, suivez cette histoire car elle pourrait sauver une vie. Il n'y avait rien de remarquable dans la matinée où Walter a découvert la grosseur. Aucune douleur intense, aucun vertige soudain, aucune intuition soudaine, juste un simple rasage. La vapeur s'enroulait autour du miroir de sa modeste salle de bain à Newburyport, adoucissant son reflet vieillissant. Le ronronnement du rasoir électrique était régulier, apaisant dans sa répétition. Walter faisait cela tous les matins depuis des décennies, même angle, même ordre, même dernier coup sous la mâchoire. C'est alors qu'il l'a senti. Une petite bosse dure juste sous la courbe de sa mâchoire droite, à peine de la taille d'une bille, ferme, immobile, indolore. Son pouce s'est arrêté dessus. Il a appuyé à nouveau. Toujours là, pas molle comme une glande enflée, pas sensible, juste là. Walter a cligné des yeux et s'est penché vers le miroir, essuyant la buée pour examiner la zone. Mais la peau semblait normale. Pas de rougeur, pas de gonflement, juste sa barbe habituelle, quelques poils gris autour du menton. Il marmonna entre ses dents, un grognement que seuls les murs pouvaient entendre, et continua à se raser. La routine reprit son cours. Walter vivait seul. Ce matin-là était comme tous les autres, calme, prévisible, rythmé par les petits rituels qui l'aidaient à oublier le temps qui passait. Son petit déjeuner se composait d'une seule tranche de pain grillé, beurré sans y penser, et d'une tasse de café noir tiède. La même tasse en céramique qu'il utilisait depuis 37, désormais légèrement ébréchée près du bord. Assis à la table de la cuisine, il regardait par la fenêtre les feuilles dorées d'octobre tomber des arbres. Le vent les faisait tourbillonner paresseusement dans la rue. Aucune voiture ne passait, aucun chien n'aboyait. Newburyport était ainsi, paisible pour certains, douloureusement calme pour d'autres. Pour Walter, le silence avait depuis longtemps cessé d'être réconfortant. Il était juste là, comme une boule dans la gorge, et il essaya de l'ignorer pendant presque toute la matinée. Il fit la vaisselle, plia le linge de la veille, vérifia 3 fois la météo, lut les nécrologies dans le journal local sans vraiment savoir pourquoi. Une partie de lui le faisait toujours. Il se disait que c'était pour se tenir au courant de ce qui se passait dans la ville. Mais c'était peut-être plus que cela. Peut-être était-ce une façon d'admettre en silence que son nom pourrait un jour figurer là aussi. Vers midi, debout près de la fenêtre, le soleil lui tapotant l'épaule, ses doigts retrouvèrent la bosse. Elle était toujours là, toujours aussi dure, toujours aussi silencieuse. Il resta immobile pendant un long moment. La chaleur du soleil ne parvenait pas à apaiser le froid qui lui glaçait la poitrine. Qu'était-ce donc? Un cancer? Une infection? Un kyste? Ou peut-être simplement un effet secondaire de l'âge? Après tout, le corps change, il s'use, il s'affaisse, il se transforme, il crée de nouvelles bizarreries et de nouveaux craquements qui nous rappellent que le temps n'est pas tendre. C'est exactement ce que Walter se dit. Ce n'est probablement qu'une glande enflée. Attends quelques jours, pas besoin de s'affoler. Sur ces mots, il rangea son inquiétude au fond de son esprit, comme une lettre non ouverte qu'il ne voulait pas lire. Mais la vérité était la suivante. Walter avait toujours été doué pour ignorer les petits problèmes. Un tuyau qui couine, attend qu'il éclate. Un bruit dans le moteur de la voiture, monte le volume de la radio. Une douleur à l'épaule, dort de l'autre côté. C'est ainsi que les hommes comme Walter ont survécu. Élevés à l'époque du stoïcisme, entraînés à endurer, conditionnés à croire que la douleur était un signe de faiblesse.
On ne va pas chez le médecin sauf en cas de fracture ou d'hémorragie. Et même dans ce cas, on attend parfois jusqu'au lundi. Alors non, Walter n'a pas paniqué. Il n'a appelé personne. Il n'en a pas parlé à son fils. Il ne l'a pas écrit dans son journal. Il ne l'a même pas murmuré à voix basse. Il s'est simplement rassis, à croiser les mains et à regarder le vent disperser les dernières feuilles jaunes dans la rue déserte. La bosse était silencieuse. Lui aussi le serait donc. La maison de Walter craquait sous le poids des ans, tout comme lui. Chaque nuit, les plaintes chauffantes poussaient des gémissements fatigués et les planchers en bois résonnaient des souvenirs de ceux qui ne marchaient plus dessus. Il n'avait pas redécoré depuis le décès de sa femme, 6 ans auparavant, en octobre. Son manteau était toujours suspendu près de la porte d'entrée, intact, non pas parce qu'il ne supportait pas de le déplacer, mais parce qu'il ne le remarquait même plus. La vie avait perdu de son éclat, les couleurs étaient ternes, les sens étaient émoussés, les sons étaient adoucis par la routine. Ce soir-là, en se brossant les dents, il évita le miroir. Non par vanité, il avait depuis longtemps fait la paix avec ses rides et ses cheveux clairsemés, mais à cause de la petite ombre qui est sous sa mâchoire. L'endroit où sa peau ne semblait plus symétrique, l'endroit où quelque chose vivait désormais. Il la toucha une fois de plus dans la pénombre. Elle était toujours là, toujours silencieuse, toujours indésirable. Il fixa la brosse à dents dans sa main, la mousse s'accumulant dans les coins de sa bouche, et soupira. Ce n'était probablement rien comme tout le reste. Walter avait toujours fait confiance au temps pour résoudre les problèmes, les vies desserrées, les relations tendues, les toux persistantes. Soit ils se réglaient d'eux-mêmes, soit ils finissaient par s'estomper. Le temps avait le don de rendre tout plus petit, plus gérable, moins urgent. Ainsi, lorsque 3 jours se sont écoulés et que la bosse dans son cou n'avait pas disparu, il n'a pas paniqué, du moins en apparence. Au lieu de cela, il a ouvert un tiroir dans le couloir et en a sorti un dossier jauni intitulé « Médical ». À l'intérieur se trouvaient des dizaines d'années de documents, analyses sanguines, vaccins contre la grippe, anciens relevés d'assurance. Il a feuilleté lentement les piles de papier, à la recherche d'un numéro, un cabinet médical qu'il n'avait pas visité depuis plus d'1 an. Il se souvenait que le docteur Fisk avait pris sa retraite. Le nom du nouveau médecin lui échappait. Il composa quand même le numéro. La réceptionniste avait une voix jeune, sèche, enjouée, comme si elle avait répété son texte. Il pouvait le recevoir dans 6 semaines. Walter la remercia et raccrocha. 6 semaines, 42 jours. Il fit le calcul 2 fois, comme si les chiffres pouvaient mentir. Ce n'était pas qu'il ne pouvait pas trouver un autre médecin. Il y avait des cliniques, des centres de soins d'urgence. Mais il y avait quelque chose de paralysant à demander de l'aide. Le fait de nommer une inquiétude à voix haute la rendait réelle. Il n'était pas prêt pour ça. Cet après-midi-là, il a recherché ses symptômes sur Google. Masse dure, indolore, sous la mâchoire. Les résultats étaient, comme on pouvait s'y attendre, vagues. Cela pouvait être un kyste, un lymphome, un calcul salivaire. Cela pouvait être n'importe quoi. Il a parcouru 3 pages avant de fermer son ordinateur portable, troublé non pas par ce qu'il avait lu, mais par la facilité avec laquelle il pouvait rationaliser chaque résultat. Pour chaque possibilité qui l'effrayait, il en trouvait une autre qui ne l'effrayait pas. C'était un équilibre entre la peur et le déni, et Walter était passé maître en la matière. Et il n'en parla à personne, pas son fils qui vivait à l'autre bout du pays et ne l'appelait que pour son anniversaire et les grandes fêtes. Pamri et la voisine qui lui apportait parfois des bars au citron et essayait de le convaincre d'assister aux réunions paroissiales. Pas Hélène, l'infirmière à la retraite qui habitait 2 pâtés de maison plus loin et qui lui faisait toujours signe et lui posait trop de questions. Walter avait toujours cru qu'il fallait régler les choses en privé. C'était ainsi qu'il avait été élevé. On réglait ses problèmes soi-même. On n'imposait pas son fardeau aux autres. On ne faisait pas d'histoire, sauf s'il y avait du sang. Il a donc continué à suivre ses habitudes. Promenades matinales au port, déjeuners tranquilles, mots croisés et stylo le soir. Et chaque fois que sa main effleurait la bosse, un léger frisson lui parcourait la poitrine. Mais il ne disait rien, il attendait. À la fin de la 2e semaine, il remarqua autre chose. Lorsqu'il avalait, il ressentait une légère pression. Pas de douleur, juste une résistance. Comme lorsqu'on porte un col de chemise trop petit, à peine perceptible, tout à fait négligeable. Un soir, il se tint devant le miroir et pencha la tête sur le côté, inspectant la bosse qui semblait désormais plus prononcée. Toujours aucune décoloration, aucun gonflement. Mais la symétrie s'était désormais plus évidente. Il le savait, il le voyait, mais même alors il hésita.
Il prit le téléphone 2 fois cette nuit-là, pour le reposer à chaque fois. Que pourrait-il bien dire? « J'ai une bosse, ça ne fait pas mal. Sinon, je me sens bien. » Cela semblait ridicule. Trop prudent, névrosé. Walter n'était pas ce genre d'homme. Il avait survécu au cancer de sa femme après des années de lente agonie, à la regarder dépérir tandis que les médecins murmuraient à propos de marges et de médicaments. Il lui avait tenu la main lorsqu'elle ne pouvait plus parler, lui avait chuchoté des mots doux lorsqu'il n'y en avait plus à dire. Il avait appris, à ses dépens, que la médecine n'apportait pas toujours de réponse. Parfois, elle ne faisait que prolonger les questions. Alors il se répétait « Donne-lui du temps, ce n'est probablement rien, ne réagis pas trop. » Mais quelque chose en lui savait, pas comme le sait la logique, mais comme les eaux souffrent en avant une tempête. Il ressentait une immobilité inhabituelle dans sa poitrine, une sensation d'oppression dans la gorge qui n'était pas seulement physique. Il se surprenait à s'arrêter plus souvent. Distrait au milieu d'une phrase, même s'il ne parlait généralement pas beaucoup, ce n'était pas la douleur qui le hantait, c'était l'incertitude, et la prise de conscience silencieuse que peut-être, juste peut-être, cette fois-ci, attendre ne suffirait pas. Pendant des années, Walter avait fait confiance au système, les routes qui menaient à des endroits familiers, le courrier qui arrivait à heure fixe, les factures qui, si elles étaient impayées à temps, permettaient au monde de fonctionner sans trop de perturbations. Le système de santé n'était pas différent dans son esprit. Il était peut-être lent, parfois frustrant, mais il était là. On faisait la queue, on attendait son tour, finalement, quelqu'un venait vous aider. Mais lorsqu'il s'agissait de sa santé, ce poids commençait à peser lourd. 3 semaines s'étaient écoulées depuis qu'il avait senti la grosseur pour la première fois. Elle n'avait pas disparu. Elle n'était même pas restée la même. Elle avait grossi. Pas de façon spectaculaire, mais suffisamment pour qu'il la remarque. Suffisamment pour que le col de sa chemise soit plus serré du côté droit. Suffisamment pour qu'il entende une légère différence dans sa voix, un léger râle qui s'installait le matin comme de la poussière sur les rebords des fenêtres. Il décida finalement de rappeler. Et cette fois, la voix au bout du fil était différente. Plus âgée, plus ferme, moins hésitante. « Oui, monsieur Langlais, nous pouvons vous inscrire, mais il y a 5 semaines d'attente. Souhaitez-vous rester en ligne pour une éventuelle annulation ?» Walter répondit oui. Il resta en attente pendant 9 minutes, écoutant une musique de piano en boucle qui semblait avoir été choisie pour se moquer de son anxiété. Lorsque la réceptionniste revint, il n'y avait pas d'annulation, mais elle pouvait l'inscrire sur une liste prioritaire. Il la remercia poliment, mais sans chaleur. Après avoir raccroché, il fixa le téléphone, puis la bosse dans le miroir. Elle ressemblait à un petit nœud sous sa peau, comme si quelque chose s'était recroquevillé sous la surface et refusait de partir. Cet après-midi-là, il se rendit en voiture à la clinique d'urgence située à la périphérie de la ville. C'était un bâtiment beige sans fenêtres, attenant à une pharmacie. La salle d'attente était lumineuse et bondée. Des enfants toussaient, des mères fatiguées, 2 adolescents, faisaient défiler leur téléphone, le regard vide. Walter s'assit tranquillement, remplit un formulaire et attendit. Au bout de 70 minutes, une infirmière l'appela et le conduisit dans une petite salle d'examen où se trouvait un tabouret fissuré et un tableau anatomique défraîchi accroché au mur. Le médecin qui entra était jeune, pas plus de 30 ans, rasé de près, énergique, légèrement pressé. Walter lui expliqua la bosse. Il la lui montra. Il laissa le médecin la palper. L'homme fronça brièvement les sourcils, puis sourit. « Cela pourrait être un ganglion lymphatique, peut-être enflammé. Avez-vous eu une infection récemment ?»« Non, » répondit Walter. « Bon, nous allons surveiller ça. Ça ne semble pas alarmant pour l'instant. Essayez des compresses chaudes, hydratez-vous bien. Si ça grossit ou si ça devient douloureux, revenez nous voir. » Walter ne discuta pas. Il acquiesça, il partit. Ce soir-là, assis dans le noir, son dîner intact devant lui, il se demanda pourquoi on l'avait renvoyé si facilement. Il n'avait pas exagéré. Il n'avait pas paniqué. Il avait décrit calmement les symptômes. Il avait tout fait correctement et pourtant, la réponse était « attendre ». 2 jours passèrent, puis 5. À la fin du 5e jour, il a remarqué que ce n'était plus seulement la bosse. C'était une sensation d'oppression dans la gorge, subtile, légère, mais bien présente. Une sorte de pression qui rendait la déglutition plus lente, plus difficile. C'est alors qu'il a demandé à être orienté vers un spécialiste, un ORL. Le genre de médecin qui pouvait voir plus loin, sentir plus profondément, en savoir plus. Il a fallu 2 jours rien que pour que la demande soit traitée par l'assurance. 3 autres pour qu'elle soit approuvée. Puis enfin, un rendez-vous, 4 semaines plus tard. Quand il a demandé si cela pouvait être plus tôt,
L'infirmière a simplement répondu « Nous avons beaucoup de retard en ce moment. Tout le monde est en retard. Nous vous appellerons s'il y a une annulation. » À présent, la peur grandissait. Walter n'en parlait pas, mais elle occupait chaque instant de sa journée. Elle murmurait sous la surface de son silence. Elle le suivait dans ses promenades. Elle s'asseyait à côté de lui pendant les repas. Elle grandissait avec la boule dans sa gorge. Tard dans la nuit, il a commencé à chercher des forums en ligne, groupes de soutien aux personnes atteintes de cancer, fils de discussion sur les maladies thyroïdiennes, subreddits obscurs remplis de gens qui s'interrogeaient, s'inquiétaient, faisaient des suppositions. Certaines histoires ressemblaient à la sienne. Certaines se terminaient bien, d'autres non. Un message l'a particulièrement marqué, celui d'une femme qui avait attendu 4 mois pour que son mari soit diagnostiqué. Lui aussi avait une masse au cou. Il s'agissait d'un sarcome des tissus mous rares. Au moment où il a été découvert, il s'était déjà propagé. Il fixa l'écran pendant un long moment. Puis il ouvrit son agenda. Il fixa le petit carré noir, son rendez-vous chez l'ORL, entouré d'un trait tremblant dans près d'un mois. Et il se souvint d'une phrase que sa femme avait l'habitude de dire. « Si quelque chose te semble anormal, pars du principe que c'est le cas jusqu'à preuve du contraire. » Elle avait été diagnostiquée tardivement, un cancer du sein. Les symptômes avaient été discrets, puis évidents, puis impossibles à ignorer. Walter avait vécu ses rendez-vous médicaux, ses larmes, la fatigue, la chimiothérapie, le déclin final. Il savait mieux que quiconque. Il aurait dû savoir mieux que quiconque. Pourtant, il n'a pas appelé son fils. Pourtant, il n'a pas demandé conseil à un voisin. Pourtant, il a attendu, parce qu'attendre lui donnait l'impression de contrôler la situation. Parce que le dire à voix haute aurait signifié affronter une vérité qui le terrifiait. Parce que même maintenant, une partie de lui espérait encore que cela disparaîtrait tout seul. Parfois, c'était le cas, mais pas toujours. La salle d'attente de la clinique ORL sentait légèrement l'antiseptique et le vinyle. Tout était trop propre, trop calme, comme le décor d'une pièce importante, même si personne ne savait laquelle. Walter était assis sur une chaise au dossier rigide, les mains jointes sur les genoux. Autour de lui, des téléviseurs en sourdine diffusaient en boucle des publicités pour l'hôpital. Des médecins souriants, des patients heureux, des mots à la mode tels que « soin »,« efficacité » et « compassion » défilaient à l'écran comme des promesses murmurées dans le vide. Son rendez-vous avait été reporté une fois en raison de problèmes de personnel. Il ne s'était pas plaint. Il avait l'habitude d'être patient. Aujourd'hui, enfin, c'était son tour. Il fut conduit à travers un long couloir froid jusqu'à une salle d'examen qui ressemblait à toutes les autres, comptoir gris, tabouret pivotant, diagramme plastifié des sinus et des cordes vocales. L'infirmière prit ses constantes sans le regarder dans les yeux. Elle nota son poids. Elle lui demanda si quelque chose avait changé depuis sa dernière visite. « C'est toujours là, » dit Walter doucement en touchant le côté de son cou. L'infirmière acquiesça, nota quelque chose et quitta la pièce. 15 minutes s'écoulèrent, puis la porte s'ouvrit et le docteur Raymond Cole entra. Il se déplaçait avec l'aisance de quelqu'un habitué à commander. Sa blouse blanche était impeccable, ses cheveux poivre et sel étaient soigneusement lissés en arrière. Il y avait quelque chose d'efficace chez lui, trop lisse, trop étudié. Walter se redressa. Il ne savait pas à quoi s'attendre, mais ce n'était pas ça. Un homme qui lui jetait à peine un coup d'œil avant de se tourner vers son ordinateur. « Monsieur Langley », dit enfin Cole en levant les yeux. « Vous avez une masse sur le côté droit du cou. » Walter acquiesça. « Cela fait presque 6 semaines. Cela n'a pas disparu. »« Je pense que cela s'est aggravé. » Cole parcourut les dossiers électroniques. Pas de fièvre, pas de perte de poids, des sueurs nocturnes, des douleurs. Non, mais je ressens une certaine pression quand j'avale. Cole se leva et s'approcha. Ses mains étaient froides et impersonnelles lorsqu'il palpa le cou de Walter. Quelques pressions fermes, une légère inclinaison du menton. Puis il recula. « C'est ferme, oui, dit-il, mais ça bouge encore, c'est généralement bon signe. » Walter hésita. « Devrions-nous faire un scanner ? Une biopsie, peut-être ?» Cole esquissa un sourire, mi-rassurant, mi-dédaigneux. « À ce stade, je ne me précipiterai pas sur des procédures invasives, surveillant. Cela pourrait être une réaction, une hypertrophie des ganglions lymphatiques liés à l'âge. À moins que d'autres symptômes n'apparaissent, comme une perte de poids ou des signes systémiques, je ne pense pas qu'une biopsie soit nécessaire pour l'instant. » « Mais ça fait des semaines que c'est cela. »« Oui, » répondit Cole.
déjà de retour à son fauteuil. Certaines affections bénignes peuvent persister aussi longtemps. Si vous le souhaitez, nous pouvons faire une échographie pour le surveiller et programmer un suivi dans 6 à 8 semaines. Walter le fixa du regard. 6 à 8? Tiet, oui, à moins que la situation ne change radicalement. Quelque chose se serra en Walter, pas physiquement, mais plus profondément. Il ne voulait pas discuter, il ne savait pas comment. Mais les mots « suivi » et « attendre » lui semblaient insultants. Il avait 62 ans, pas 18, son corps ne récupérait plus comme avant. Et surtout, quelque chose ne tournait pas rond. Cole était déjà en train de taper ses notes. Sa voix était devenue distante, clinique. « Je vais demander une échographie. Vous devriez avoir des nouvelles du service d'imagerie dans quelques jours. Avez-vous d'autres questions ?» Walter ouvrit la bouche, puis la referma. Il voulait dire « J'ai vu ma femme mourir d'un cancer parce que quelqu'un m'a dit d'attendre et de voir. Je sais ce que ça fait. Ce n'est pas normal. » Mais tout ce qu'il dit fut « Non !» Le rendez-vous dura 12 minutes. Dans le parking, Walter resta longtemps assis dans sa voiture avant de démarrer. Il ne rentra pas immédiatement chez lui. Il tourna à gauche et se dirigea vers la périphérie de la ville, vers la mer. Il y avait un promontoire rocheux qu'il n'avait pas visité depuis des années, le genre d'endroit où les gens venaient pour réfléchir, pleurer ou se souvenir. Il se tenait là, le vent soufflant depuis l'Atlantique, le col de son manteau relevé contre le froid. Une main se posa sur son cou. Toujours là, toujours en croissance, toujours sans réponse. Et il pensa au Dr Cole, à son calme, à sa certitude, à son refus. Ce n'était pas vraiment de l'arrogance. C'était pire, c'était du détachement. Comme si Walter n'était qu'une case à cocher, une donnée parmi d'autres, ses préoccupations avaient été traitées, classées et mises de côté. Il songea à demander un deuxième avis, à insister, à faire une scène. Mais au lieu de cela, il fit ce qu'il faisait toujours. Il attendit. Ce soir-là, la pression dans sa gorge semblait un peu plus forte. Il mangeait par petites bouchées, avalant lentement, délibérément. Quand il se brossa les dents, il ne se regarda pas dans le miroir. C'était un mardi matin lorsque Walter retourna au centre médical. Cette fois-ci, il se rendait dans une autre aile, celle de la radiologie. Le couloir sentait l'antiseptique et l'encre d'imprimante. Les murs peints dans une teinte taupe discrète tentaient en vain d'apaiser les esprits. Il s'est présenté à l'accueil puis s'est assis sur l'une des chaises beige rigides disposées en ovale, autour d'une table d'appoint ébréchée sur laquelle s'empilaient des magazines périmés depuis des années. La salle d'attente était silencieuse, à l'exception de quelques quintes de toux et du bruissement du papier. Walter joignit les mains sur ses genoux et regarda droit devant lui, essayant de ne pas toucher son cou. Il pouvait désormais le sentir sans le toucher, cette pression subtile, cette présence indésirable. Il se demanda si quelqu'un d'autre dans la pièce faisait également semblant de ne pas avoir peur. Puis elle s'assit à côté de lui. Elle se déplaçait rapidement, avec assurance, comme si ce n'était pas sa première visite, comme si elle savait où trouver l'endroit le plus chaud dans une pièce froide. La trentaine, peut-être plus jeune. Un jean délavé, un bonnet vert foncé enfoncé sur le front. Son nez était un peu rouge à cause du froid extérieur, mais ses yeux étaient vifs et clairs. Elle ne dit pas bonjour. Elle lui jeta juste un rapide coup d'œil et hocha la tête. Walter lui rendit son signe de tête. C'était tout. Quelques instants s'écoulèrent avant qu'elle ne sorte un petit carnet de son sac et commence à dessiner. Des traits rapides et précis. Rien de détaillé. Plutôt comme des gestes de réflexion. Il essaya de ne pas regarder, mais la curiosité l'emporta. « Vous êtes artiste ?» demanda-t-il, surpris par sa propre voix. Elle tourna le carnet pour qu'il puisse voir. C'était un croquis rapide de la pièce. Les chaises, les gens, le panneau de sortie lumineux au-dessus de la porte. Sa propre silhouette était esquissée, assise raide, les mains jointes. « Pas professionnellement, » répondit-elle. « Je dessine pour ne pas sombrer dans la déprime. » Walter haussa un sourcil. « Dans les salles d'attente, » expliqua-t-elle. « Ça vous perturbe l'esprit. Vous commencez à compter les secondes et à imaginer toutes les pires choses qui pourraient arriver. Dessiner calme la panique. » Il eut un petit rire. « Ça se tient, » elle lui tendit la main. « Je m'appelle Na, Walter. » Ils tombèrent dans un silence léger et naturel. Ce n'était pas gênant. Il y avait quelque chose de rassurant à ce qu'une autre personne reconnaisse le poids du moment, sans demander de détails. Finalement, elle reprit la parole sans lever les yeux de son carnet de croquis. « Vous êtes ici pour une échographie ?» Il acquiesça. Pour le coup, il se tourna vers elle, un peu surpris. « Oui, comment tu le sais ?» Elle tapota sa propre clavicule. «
Je suis passé par là. J'avais une grosseur. Je n'ai rien fait pendant 3 mois. Je pensais que c'était juste le stress ou une élongation musculaire. Mais ce n'était pas ça. Walter ne demanda pas de détails. Il n'en avait pas besoin. Mais elle continua quand même. Un lymphome non-hodgkinien, au stade 2 quand ils l'ont enfin détecté. Maintenant, c'est une succession de traitements, de prises de sang et d'effets secondaires dont ils ne vous préviennent pas. Il n'y avait aucune amertume dans sa voix, juste de la lassitude mêlée à de la résilience. Walter hésita, puis dit « J'ai demandé une biopsie, le médecin a dit d'attendre. » Na arrêta de dessiner. Il a dit d'attendre, il acquiesça. 6 à 8 semaines. Elle secoua lentement la tête. Bon sang, c'est un pari risqué. Il baissa les yeux vers ses mains. Je ne veux pas réagir de manière excessive. Elle ferma son cahier. Ce n'est pas exagéré si ton corps essaye de te dire quelque chose. Walter ne répondit pas. Il pourrait répondre, ajouta-t-elle s'il le voulait. Une infirmière apparut à la porte et appela Na. Elle se leva, prit son sac et se retourna vers lui. N'attendez pas trop longtemps. Walter, dit-elle doucement, même les choses silencieuses finissent par grandir. Puis elle disparut. Le trajet jusqu'à la maison lui sembla plus long que d'habitude. Walter emprunta les mêmes rues que d'habitude, Elm, puis Arborview, puis Cherry Lane. Mais aujourd'hui, les virages lui semblaient plus serrés, la lumière plus fragile, le monde moins ancré. Ses mains serraient fermement le volant, même si les routes étaient sèches et presque désertes. Au feu rouge, il jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. La bosse était désormais visible, discrètement, si l'on savait où regarder. Une légère protubérance sous sa mâchoire qui venait rompre les lignes autrement ordinaires de son visage. Elle n'était pas là 6 semaines auparavant. Il en était certain. Il alluma la radio, puis l'éteignit presque aussitôt. Le silence lui convenait mieux, même s'il lui pesait lourdement sur la poitrine. De retour chez lui, l'air à l'intérieur de la maison semblait plus froid qu'il n'aurait dû l'être. Il régla le thermostat, mais le froid persista. Ce n'était pas le genre de froid qui venait des bouches d'aération. C'était le genre de froid qui s'installe dans les os. Il commençait quelque part à l'intérieur de la cage thoracique et se propageait vers l'extérieur. Walter s'assit dans son fauteuil préféré près de la fenêtre, celui dont les accoudoirs étaient défraîchis et dont le coussin avait pris la forme de son corps au fil des années. Dehors, quelques oiseaux voltaient dans la cour, picorant les dernières feuilles brunes éparpillées par le gel matinal. La rue était calme, comme toujours à la fin de l'automne. Une sorte de tranquillité qui lui convenait parfaitement. Mais son esprit n'était pas calme. Il tournait en boucle sur la même phrase. Même les choses silencieuses grandissent. Il ne voulait pas admettre à quel point ces mots l'avaient troublé, prononcés simplement, gentiment, par un inconnu qu'il avait rencontré moins d'une heure auparavant. Mais ils s'étaient logés quelque part au fond de lui, là où la logique ne pouvait pas les écarter. Il avait passé des semaines à se convaincre que ce n'était rien, que le corps faisait parfois des bruits étranges, que le vieillissement s'accompagnait de ces petites bizarreries, nouvelles bosses, nouvelles tensions, nouveaux inconforts. Mais si ce n'était pas l'âge, si ce n'était pas inoffensif? Il appuya à nouveau ses doigts contre la bosse. Elle semblait plus dense maintenant. Elle n'était ni chaude ni sensible, mais bien réelle. Ce n'était pas son imagination. Et quand il avala, oui, elle était bien là. Cette légère résistance, ce léger décalage entre l'action et la réaction, comme quelque chose coincé entre lui et son bien-être. L'échographie n'avait apporté aucune réponse, seulement davantage d'attente. Les résultats ne seraient pas disponibles avant plusieurs jours, peut-être une semaine, peut-être plus. Pendant ce temps, son esprit s'emplissait de possibilités. Certaines étaient rationnelles, d'autres non, mais la peur ne demandait pas la permission. Elle s'installait et se mettait à l'aise. Il essaya de se distraire. Il nettoya la cuisine, il réorganisa le tiroir à épices. Il effaça les anciens messages vocaux. Mais cette présence dans sa nuque persistait. Elle devint le centre de gravité autour duquel ses pensées se gravitaient de plus en plus étroitement. À la tombée de la nuit, il avait cessé de faire semblant. Il se tenait devant le miroir de la salle de bain, sa chemise baissée pour exposer son cou. Il pencha la tête, tourna lentement d'un côté puis de l'autre, étudiant son reflet comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre. La bosse était plus visible maintenant. La symétrie de son visage était rompue de manière infime, mais indéniable. Il pensa à Na, à son calme, à son honnêteté, à la façon dont elle n'avait rien minimisé. Elle n'avait pas cherché à adoucir ses propos. Elle l'avait regardé dans les yeux et lui avait dit la vérité, ce que personne d'autre n'avait fait. Plus tard dans la soirée, il se retrouva assis dans le salon plongé dans l'obscurité. La télévision était allumée, mais le son était coupé. Un documentaire passait en silence.
Il parlait des montagnes ou de la faune arctique. Il ne savait pas, il ne regardait pas, il se remémorait. Quelques mois avant sa mort, sa femme lui avait dit « Tu ne peux pas attendre que les problèmes disparaissent simplement parce que tu as peur de les nommer. » À l'époque, il n'avait pas su quoi répondre. Aujourd'hui, ces mots lui revenaient avec une force qu'il ne pouvait ignorer. Il baissa les yeux vers ses mains. Elles tremblaient légèrement. Il n'a pas beaucoup dormi cette nuit-là. Allongé dans son lit, il fixait le plafond, comptant les secondes entre chaque déglutition, se demandant si la pression était plus forte que la nuit précédente ou si sa peur avait simplement pris le dessus sur la boule dans sa gorge. Quand le sommeil finit par venir, ce fut par courtes périodes, ponctuées de rêves étranges et de réveils en sursaut. Et pendant tout ce temps, la même phrase résonnait dans son esprit comme un murmure qu'il ne pouvait faire taire. Même les choses silencieuses grandissent. Le matin arriva sans crier gare. Walter s'était réveillé plus tôt que d'habitude, la gorge sèche et irritée. La chaleur s'était installée pendant la nuit, rendant l'air lourd et vicié. Il se traîna jusqu'à la cuisine, se servit un verre d'eau, et le but lentement, en penchant légèrement la tête vers la gauche, une nouvelle habitude qu'il avait prise pour soulager la gêne croissante dans son cou. Cela ne l'aida pas. La sensation avait changé. Ce n'était plus seulement une pression, c'était un poids. Pas lourd, pas insupportable, mais indéniablement présent, comme si une pierre avait été enfoncée sous sa peau et poussée vers l'intérieur, vers quelque chose d'essentiel. Il passa sa matinée du mieux qu'il put. Il prépara des toasts, oublia de les beurrer, s'assit puis se releva, ne sachant trop ce qu'il essayait de se rappeler. Au moment où le soleil commençait à percer à travers la fenêtre de la cuisine, il ressentit quelque chose de nouveau, une oppression, pas seulement dans la nuque, mais aussi dans la poitrine, comme si l'air s'était épaissi autour de lui, et chaque respiration lui demandait plus d'effort que d'habitude. Il n'y prêta pas attention au début, de l'anxiété, une mauvaise nuit, peut-être un début de rhume. Il se servit un deuxième verre d'eau et but à nouveau, puis la toux s'est apparue, aiguë, sèche, une première, puis une autre, puis 3 autres qui se sont succédés rapidement. Il s'est penché au-dessus de l'évier, la main sur le comptoir, le verre basculant et s'écrasant dans le lavabo. La toux suivante était humide, et lorsqu'il baissa les yeux, il vit du rouge. Le sang dans l'évier était vif, pas rose, pas teinté, vif. Une traînée cramoisie maculait la porcelaine blanche. Pendant un instant, il resta figé. C'était surréaliste. Regarder son propre sang couler hors de son corps, pas à cause d'une coupure ou d'une égratignure, mais d'un endroit profond et invisible. C'était comme une trahison, un contrat tacite rompu. Une autre quinte de toux secoua ses poumons. D'autres gouttes de sang suivirent, cette fois. Elles éclaboussèrent le bord du lavabo et se déposèrent sur le revers de sa manche. La panique s'est rapidement emparée de lui. Il s'est dirigé vers le téléphone, les doigts tremblants, et a composé le 911. Quand il a enfin réussi à parler, sa voix était faible et tremblante. Il se souvenait à peine de ce qu'il avait dit. Quelque chose à propos de sang, de respiration et d'une bosse dans son cou. Le répartiteur resta calme. Il lui dit de déverrouiller la porte d'entrée et de s'asseoir. Il obéit, à grand-peine. L'ambulance arriva en moins de 10 minutes. Les ambulanciers sont arrivés rapidement. Ils étaient expérimentés et aimables. L'une d'entre eux, une grande femme aux yeux fatigués et aux cheveux tressés, lui tenait le poignet et lui parlait doucement tout en prenant son pouls. L'autre lui posait des questions qu'il avait du mal à comprendre. Quand est-ce que ça a commencé? Combien de sang? D'autres symptômes? Il a essayé de répondre, mais la toux l'a interrompu. Ils lui ont mis un masque à oxygène sur la bouche et l'ont installé sur le brancard. Le salon tournait autour de lui tandis qu'il le transportait. L'air froid lui piquait la peau comme des aiguilles. Puis les portes se sont fermées et la sirène s'est mise à hurler. Dans l'ambulance, il ferma les yeux. Tout en lui semblait loin, comme si son corps était un endroit où il avait vécu autrefois, mais qu'il ne contrôlait plus entièrement. Ses pensées flottaient étrangement, ses souvenirs se mêlaient à la peur, sa logique s'effondrait sous le poids de ce qu'il ne pouvait plus nier. Quelque chose n'allait pas. Profondément, dangereusement. Dans la salle des urgences, c'est un tourbillon de blouses blanches et de lumières au plafond. Ils l'ont emmené en urgence, lui ont mis une perfusion et ont prélevé du sang. On l'a emmené en salle d'imagerie. D'abord une radiographie, puis un scanner. Une infirmière lui a posé des questions sur ses antécédents médicaux, les médicaments qu'il prenait et sa situation familiale. Il a répondu du mieux qu'il pouvait. Un jeune médecin, qui ne devait pas avoir plus de 30 ans, s'est ensuite approché de son lit et a jeté un coup d'œil aux premiers résultats. Elle n'a pas dit grand-chose. Elle a seulement dit qu'ils avaient trouvé quelque chose,
Une masse qui appuyait sur sa trachée, une possible atteinte vasculaire. Elle utilisa l'expression « présentation agressive ». Walter en avait assez entendu pour comprendre ce que cela signifiait. Ils l'ont admise à l'hôpital. Il fut conduit dans une pièce dont la fenêtre donnait sur le parking. La télévision fixée au mur diffusait une chaîne d'informations sans le son. Des machines émettaient des bips rythmés autour de lui. Un moniteur cardiaque suivait les battements rapides et silencieux sous ses côtes. On lui a administré des stéroïdes pour réduire le gonflement. Une perfusion. Des analgésiques, bien qu'il n'en ait pas demandé. Il passa le reste de la journée à somnoler. Ses rêves étaient fragmentés et gris. Le soir venu, la toux s'était calmée. Le saignement avait cessé. Mais le silence dans la pièce était différent désormais. Ce n'était pas seulement le silence de la solitude, c'était le silence de la prise de conscience. Il avait attendu trop longtemps. Quoi que ce soit, cela avait déjà commencé à prendre plus que ce qu'il aurait dû. La chambre d'hôpital bourdonnait du bruit des machines, un rythme régulier qui rendait le silence encore plus assourdissant. Walter fixait le plafond, le cou raide contre l'oreiller. Il n'avait pas beaucoup bougé depuis le scanner. La masse avait désormais un nom. Une masse, c'était le terme clinique. Un objet, une forme, quelque chose de mesurable mais pas encore compris. Une infirmière entra en milieu de matinée avec un bloc-notes et un sourire exercé. Elle ajusta sa perfusion, vérifia ses signes vitaux, puis dit doucement « Le docteur Patel va bientôt arriver pour vous parler de vos résultats. » Walter acquiesça. Il avait la gorge sèche, non pas à cause de la toux, mais à cause de quelque chose de plus profond, comme l'écho de la peur qui remontait du fond de sa poitrine. Le docteur Patel arriva juste avant midi. Elle était calme. Sa voix était posée. Son regard était fixe, mais pas froid. Elle s'assit à côté du lit plutôt que de rester debout. Et ce petit geste rendit Walter encore plus tendu. Les médecins se sont assis pour avoir une conversation difficile. « Nous avons examiné les scanners, monsieur Langley, dit-elle doucement. Il y a une masse d'environ 83 cm qui appuie sur votre trachée. C'est pourquoi vous aviez du mal à respirer. » Il acquiesça lentement. « Elle semble infiltrer les tissus mous près de votre larynx, mais nous ne pouvons pas dire avec certitude de quoi il s'agit avant d'avoir effectué une biopsie. »« Une biopsie » répéta-t-il. « Oui, une ponction à l'aiguille fine, une FNA. C'est une procédure peu invasive. Nous utiliserons une échographie pour extraire des cellules de la masse et les envoyer au service de pathologie. Cela nous donnera plus d'informations. Et si c'est un cancer ? Nous ne faisons pas de suppositions pour l'instant, répondit-elle, sans méchanceté. Mais je peux vous dire ceci, cela se développe rapidement, et le temps est compté. Walter regarda par la fenêtre, derrière elle. Dehors, il avait commencé à pleuvoir. Une pluie fine tapotait contre la vitre comme le tic-tac d'une horloge. « Nous aimerions faire la biopsie cet après-midi, » a-t-elle ajouté. « Nous avons déjà libéré un créneau. Tout allait très vite maintenant, trop vite. Pendant des semaines, personne n'avait bougé. Maintenant, tout le monde courait. » Après son départ, Walter demanda son téléphone. Il était resté dans le tiroir à côté du lit, intact depuis son arrivée. La batterie était à moitié déchargée, mais il restait encore assez de batterie. Il fixa la liste de ses contacts. Il n'y avait pas beaucoup de noms, la plupart s'étaient effacés avec le temps. Des gens à qui il ne parlait plus, des numéros qui ne fonctionnaient plus. Puis il a tapé un nom, James Langley, son fils. Il ne s'était pas parlé depuis des mois, peut-être plus. Il n'y avait pas eu de dispute, pas de rupture, juste une distance qui s'était creusée lentement. Comme la mousse sur une pierre, la vie, les emplois du temps, l'incapacité à dire ce qui devait être dit. Tout était devenu normal. Mais maintenant, la normalité avait disparu. Le téléphone sonna 3 fois avant que James ne réponde. « Papa !» La voix de Walter s'étrangla dans sa gorge. Il ne s'attendait pas à cela. Il avait imaginé un message vocal. Il avait imaginé ne pas avoir besoin de parler. « Je suis à l'hôpital, » dit-il doucement. Il y eut un silence. Que s'est-il passé ? Une grosseur dans mon cou. Il pense quand que ça pourrait être grave. James expira bruyamment. « Bon sang, depuis quand ? » « Oh, il y a trop longtemps. » Une autre pause. Walter pouvait presque entendre son fils s'asseoir, le grincement d'une chaise à l'autre bout du fil. « Je ne voulais pas te déranger, » ajouta Walter. « Je ne voulais pas t'inquiéter. »« Papa. »« Bon sang, tu ne me déranges pas. Je n'étais pas sûr que ce soit important. »« Grave ? Ils font une biopsie aujourd'hui. » Pendant un instant, il n'y eut plus qu'un souffle dans la ligne. Puis James dit « Tu veux que je vienne ?»
Walter ferma les yeux. La question s'installa quelque part au fond de lui. Il imagina son fils dans un avion, se précipitant dans les terminaux, emportant avec lui tous les mots qu'ils ne s'étaient jamais dit. C'était trop lourd, trop soudain. « répondit Walter. « Pas encore. Attendons de voir ce qu'ils disent d'abord. »« D'accord, mais promets-moi de m'appeler après. Je te le promets. Je le veux. Je te le promets. » Et après l'appel, il resta allongé en silence. Mais cette fois, il ne se sentait plus aussi vide. Cet après-midi-là, ils l'ont conduit dans la salle d'intervention. Les lumières étaient vives, l'air était frais et sec. Un technicien a préparé son coup avec un antiseptique. Frais, piquant. La sonde à ultrasons a été pressée doucement contre sa peau, cartographiant l'ombre en dessous. Le médecin lui expliqua la procédure. Une fine aiguille, une imagerie en temps réel, une légère gêne, rien de plus. Il entendait les mots, mais ils lui semblaient lointains. Lorsque l'aiguille pénétra, il ne broncha presque pas. La pression fut vive, mais brève. Il garda les yeux fermés pendant toute la durée de l'intervention. Le pire n'était pas la douleur. C'était l'immobilité, le fait de savoir qu'à l'intérieur de cette fiole en verre se trouvait une réponse qu'il n'était pas sûr d'être prêt à entendre. Après l'intervention, on lui a dit que les résultats prendraient 2 à 3 jours. Il les remercia. On le ramena dans sa chambre. Dehors, la pluie avait cessé. Les nuages étaient toujours là. Il fixa à nouveau le plafond. Cette fois, il murmura le mot, pas à voix haute, juste dans sa tête. Cancer. C'était la première fois qu'il se permettait de le dire, même en silence. Et soudain, c'était réel. Les 2 jours suivants se sont écoulés comme l'eau qui s'écoule d'un robinet qui fuit, lentement, de façon rythmée et exaspérante. Walter est resté dans sa chambre d'hôpital, suspendu entre le diagnostic et le déni. Les infirmières allaient et venaient, vérifiant ses signes vitaux, ajustant ses médicaments, lui offrant de petits sourires qui n'atteignaient jamais vraiment ses yeux. Elles étaient gentilles mais distantes, comme si elles se préparaient déjà à une mauvaise nouvelle. Il se surprit à regarder l'horloge plutôt que la télévision. Les minutes s'écoulaient comme les grains d'un sablier, chacune faisant écho à la même question « Qu'est-ce que c'est ?» Parfois, il prenait son téléphone juste pour le tenir. Il n'appelait personne. Il ne voulait pas répéter l'histoire. Pas encore. James envoya 2 SMS. « Je pense à toi. Tiens-moi au courant. »« Tu veux que je prenne l'avion ?» Walter ne répondit qu'au premier. « Merci, fiston. Je te tiens au courant. » Il n'a pas répondu au deuxième. Il n'était pas prêt à dire oui. Il n'était pas prêt à dire quoi que ce soit. Le 3e matin, la porte s'ouvrit doucement. Ce n'était pas une infirmière cette fois-ci. C'était le docteur Patel. Son visage le trahissait. Pas de panique, pas de tristesse, mais un calme profond et maîtrisé. Une sorte de gravité qui rendit soudainement la pièce trop petite. Elle s'assit à côté du lit, comme auparavant. Pas d'ordinateur, pas de bloc-notes, juste elle. « Nous avons reçu les résultats de l'autopsie. » Walter acquiesça d'un signe de tête. « C'est malin, » dit-elle doucement. Un carcinome épidermoïde modérément différencié. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme de la poussière. « Vous avez un cancer, monsieur Langley ?» Il ferma les yeux. Ce n'était pas une surprise. Pas vraiment. Mais l'entendre confirmer brisa quelque chose en lui. Le déni dont il s'était couvert comme d'un manteau pendant des semaines glissa silencieusement. Elle poursuivit. « La tumeur provient de l'oropharynx, probablement de la base de la langue. Elle appuie sur vos voies respiratoires et montre des signes d'invasion locale, mais nous n'avons pas constaté de métastases à distance dans vos scanners jusqu'à présent. C'est une bonne nouvelle. » Il acquiesça à nouveau, abasourdi. « Vyoko, nous devons agir rapidement. Nous allons procéder à une biopsie des ganglions lymphatiques voisins, puis établir un plan de traitement. Il s'agira probablement d'une radiothérapie, éventuellement d'une intervention chirurgicale et d'une chimiothérapie en fonction du stade de la maladie. » Walter prit la parole pour la première fois. « C'est grave. » Le docteur Patel hésita, non pas pour adoucir la vérité, mais pour la peser avec soin. « Nous sommes au stade 3. C'est avancé, mais pas incurable. Vous avez encore des options, Walter. Loin de là. » Il ne dit rien tout de suite. Puis, « J'ai trop attendu. » Sa voix était douce. « Vous êtes là maintenant. C'est ce qui compte. » Il regarda par la fenêtre. Un rayon de soleil perçait les nuages. « J'ai le temps ? » ?»« Oui, » répondit-elle simplement. « Si nous faisons vite, » il expira lentement. Son souffle tremblait. Elle se leva pour partir, mais s'arrêta à la porte. « Nous y allons étape par étape, et vous ne serez pas seul. » Après son départ, Walter resta immobile pendant un long moment.
Il sentait le diagnostic dans ses os, non pas comme une douleur, mais comme un poids, comme si quelque chose de permanent s'était installé en lui. Finalement, il reprit le téléphone. Cette fois, il appela son fils. James répondit à la deuxième sonnerie. « Alors, oui, demanda-t-il, essoufflé. « C'est un cancer, répondit Walter. Un long silence s'ensuivit. D'accord, murmura James. D'accord, alors on va se battre. Walter ne savait pas pourquoi, mais ces mots, ça c'est nous allons le combattre, le frappèrent plus durement que le diagnostic lui-même. On demanda-t-il. Je suis en route, dit James. Je serai là demain matin. Walter essaya de protester, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Cette fois, il ne dit pas non. Il n'essaya pas d'être fort tout seul. Il murmura « Merci ». Et pour la première fois depuis des semaines, la pression dans sa gorge se relâcha. Pas la pression physique, mais celle qui l'enveloppait de peur et de solitude. Il n'était plus seul. Walter regardait le soleil se lever depuis son lit d'hôpital. Pour la première fois depuis des semaines, il ne pensait pas à ses symptômes, à son sang ou à son calendrier. Il pensait à un nouveau départ. Le soleil se leva lentement, teintant les coins de la fenêtre d'un doré pâle. Dehors, le monde reprenait son rythme. Les voitures circulaient, les gens s'affairaient et les oiseaux voletèrent des toits aux arbres comme ils l'avaient toujours fait. Mais quelque chose avait changé en lui. En milieu de matinée, on frappa à la porte. Une infirmière entra, suivie d'une voix familière. « Salut, mon vieux !» Walter leva les yeux. James se tenait là, fatigué par le vol, les cheveux en bataille, mais les yeux brillants. Il traversa la pièce en 3 pas et enlaça son père, fermement, chaleureusement, avec assurance. Walter n'avait pas réalisé à quel point il en avait besoin. Au début, ils ne diront pas grand-chose. Ils restèrent simplement assis, côte à côte, comme si le silence entre eux était plus apaisant que n'importe quel médicament. Finalement, Walter prit la parole. « J'aurais dû appeler plus tôt. » James secoua la tête. « Tu m'as appelé, c'est ce qui compte. » Quelques heures plus tard, l'équipe d'oncologie arriva. Le traitement commencerait la semaine suivante. Radiothérapie quotidienne, chimiothérapie 1 fois par semaine. Il faudrait une sonde d'alimentation, il y aurait peut-être des changements dans la voix, de la fatigue. Mais il y avait aussi un plan. Et qui dit plan, dit espoir. Walter signa les formulaires, il n'hésita pas. Cette nuit-là, James resta assis dans un fauteuil à côté du lit. Ils regardèrent en silence la rediffusion d'un vieux match de baseball, se remémorant les matchs auxquels ils allaient quand James était enfant. Entre 2 manches, Walter dit doucement « Ta mère aurait mieux géré ça que moi. » James sourit. Elle aurait été terrifiante. Mais oui, elle aurait mieux géré. Walter rit doucement et cela fit du bien. C'était sincère, pur. Au cours des jours suivants, de petites choses commencèrent à revenir. La couleur sur son visage, l'appétit, même si c'était léger. Une voix plus stable. Il n'était pas guéri, loin de là. Mais il allait mieux. Il faisait des choix. Et chaque matin apportait son rythme. Réveil, toilette, traitement, attente, repos, et ainsi de suite. Mais Walter n'attendait plus dans la peur. Il attendait en se battant. Il observait les autres patients dans le service de radiothérapie, certains plus jeunes, d'autres plus âgés. Il se liait discrètement d'amitié avec eux, il partageait leurs histoires, il écoutait, il tenait leurs mains, il plaisantait même avec les infirmières. Il revit Na 2 semaines après le début du traitement. Elle était plus mince, plus pâle, mais ses yeux brillaient toujours autant. Elle passa devant sa chaise puis s'arrêta. « Tu as tenu bon », lui dit-elle. « Toi aussi. » Elle sourit et lui montra son carnet de croquis. « Je dessine toujours. » Il fit un signe de tête vers son cou. « Tu te bats toujours. » Elle lui fit un signe discret du pouce levé et disparut dans la salle de soins. Le soir, lorsque l'hôpital s'est calmé et que les machines ont commencé à ronronner comme des berceuses lointaines, Walter s'est surpris à ne pas penser à la fin, mais plutôt au cadeau extraordinaire que représente la continuité. Au temps. De pouvoir dire « Je suis toujours là ». Un après-midi, James le poussa dehors. L'air était froid, mais frais. Les arbres commencèrent à fleurir à nouveau, tout doucement. La vie continuait, même après l'hiver. Walter ferma les yeux et laissa le vent caresser son visage. Même les choses discrètes grandissent. Il comprenait désormais ces mots différemment, non plus comme un avertissement, mais comme une vérité. La peur grandit. Oui, tout comme la maladie, mais le courage aussi, tout comme l'amour et la guérison. Même le plus petit espoir, s'il est nourri, peut devenir quelque chose d'assez fort pour vous porter.
Et à ce moment-là, assis sous un ciel bleu pâle avec son fils à ses côtés, Walter fit une promesse, pas à voix haute, mais au plus profond de lui-même. Il continuerait, un souffle après l'autre,